Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Je dois dire que l'apprentissage d'une nouvelle langue, ça donne souvent l'impression de devoir installer un tout nouveau système d'exploitation directement dans son cerveau. C'est exactement ça, ouais. On se retrouve face à des listes de vocabulaire infinies, des tableaux de conjugaison qui font peur, mais en réalité, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le secret pour débloquer le français ne repose pas sur l'effort brut. Il s'agit plutôt de capter la musicalité des mots, de comprendre comment de toutes petites variations sonores façonnent l'identité de ce qu'on exprime. C'est vraiment le point de départ essentiel. Pour bien poser le cadre de notre discussion, on ne va pas juste lister du vocabulaire pour débutants. Même si le sujet du jour porte sur les bases absolues de la présentation de soi, ce fameux niveau A1, l'objectif c'est d'analyser la mécanique linguistique derrière tout ça. La machinerie sous le capot, en fait. Voilà, carrément. Le français est une langue où les sons finaux, les vibrations, les connexions entre les mots, c'est ça qui définit le sens. Le genre d'une personne, son origine, tout est encodé de manière purement sonore. Et comprendre le pourquoi de ces règles, ça permet d'éviter l'overdose d'informations. C'est clair. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de décoder cette ingénierie sonore. On va examiner les outils de base pour dire qui on est et d'où on vient. Ça implique d'analyser le verbe être au singulier, de décortiquer le vocabulaire des nationalités et de comprendre la règle de l'accord en genre, ce qu'on va appeler la règle du E. Une règle magique pour le coup. Ouais, vraiment. Et on parlera aussi du phénomène de la liaison. Pour illustrer tout ça, on va s'appuyer sur une situation concrète, tirée de nos sources, une petite histoire de présentation croisée lors d'une fête internationale. Et pour ceux qui nous écoutent, la pertinence de cette analyse, elle est super pratique. Maîtriser ces micro-détails, c'est le levier le plus puissant pour passer d'un discours un peu robotique à une expression hyper fluide. C'est ce qui fait qu'une phrase sonne authentiquement française à l'oreille. Alors, commençons par la base de la base, le pilier de l'identité, le verbe irrégulier « être ». Et plus précisément, ces trois formes au singulier. Donc, je suis, tu es et il ou elle est. Sur le papier, franchement, ça a l'air super simple. Trois pronoms, trois petits mots. Oui, mais cette simplicité visuelle, elle cache une réalité phonétique beaucoup plus, disons, complexe sur le terrain. Prenons juste je suis. Dans une salle de classe, on va articuler distinctement les deux syllabes. Je suis. Mais dans la vraie vie, la langue obéit à une règle d'économie. On est un peu feignant doigt. Exactement. Les organes vocaux cherchent le chemin le plus court. Du coup, quand on parle vite, le je subit une contraction énorme. Le son du je se fond complètement dans le S et ça devient une seule syllabe glissée. Ça donne je suis. Je suis prêt, je suis en retard. C'est vrai que c'est le marqueur immédiat d'un langage plus détendu. Mais là où ça devient vraiment intriguant, c'est quand on regarde la deuxième et la troisième personne. Tu es et il est. À l'écrit, c'est très clair. On a ES pour le tu et EST pour le il. Et c'est là qu'on tombe sur un des paradoxes les plus faux du français. Malgré cette orthographe différente, le son est rigoureusement le même. Que ce soit ES ou EST, ça se prononce comme un E ouvert, le son est. Donc juste le son est. Voilà, et cette homophonie, ça pose un vrai défi cognitif. Si le verbe lui-même ne donne aucun indice sur la personne qui agit, le cerveau de celui qui écoute doit s'appuyer à 100% sur le contexte. Ça oblige à avoir une écoute super active. Contrairement à l'espagnol ou l'italien, où la fin du verbe te donne le sujet direct, en français, tu es obligé d'entendre le pronom avant. Le tu ou le il porte toute la responsabilité de l'info. C'est une caractéristique historique en fait. Avant, les lettres finales se prononçaient, le S et le T résonnaient, mais avec les siècles, ça s'est érodé. Aujourd'hui, ces consonnes sont silencieuses à l'oral, ce sont juste des fossiles orthographiques. La charge de l'information s'est déplacée au début de la phrase. Passionnant. Passons maintenant à l'identité géographique. Pour dire d'où on vient, on utilise les noms de pays et les nationalités. La France, l'Amérique, l'Allemagne, la Chine. Sur ce point, il y a une subtilité typographique très intéressante dans nos sources. En français, la gestion des majuscules a une logique très stricte. Le nom du pays prend toujours une majuscule. La France, grand F. Mais quand ce mot devient un adjectif de nationalité pour décrire quelqu'un, pof, la majuscule disparaît. Il est français, petit f. C'est ça. L'adjectif devient une simple caractéristique, comme grand ou sympa. Il perd son statut de nom propre. C'est une distinction visuelle utile, mais la vraie complexité des nationalités, elle n'est pas dans la majuscule, elle est dans l'accord en genre. J'aime bien utiliser cette image visuelle. Les adjectifs en français, ce sont des caméléons. Ils ont l'obligation absolue de s'adapter au genre de la personne.
Et la mécanique derrière ce camouflage, elle est presque algorithmique. Pour passer du masculin au féminin, la règle d'or, c'est d'ajouter un E à la fin. Mais attention, la fonction de ce E n'est pas juste visuelle, elle est surtout acoustique. Ce E, c'est un déclencheur mécanique. Un interrupteur, en gros. Oui, un interrupteur qui vient réveiller une consonne finale qui était totalement muette au masculin. Les exemples avec les nationalités sont parfaits pour ça. Prenons américain, au masculin. On s'arrête sur une voyelle nasale. L'air passe par le nez et le N à la fin n'est jamais prononcé. Il n'existe pas, auditivement parlant. Mais dès qu'on ajoute le fameux E pour faire américaine, tout bascule. L'air repasse par la bouche, la nasalité disparaît et la langue vient frapper le palais pour prononcer ce N distinctement. Américaine. On passe d'un son suspendu dans le nez à une consonne percutante. Le contraste est encore plus fort avec français. Au masculin, le S final est un fantôme. Rien du tout. Mais l'ajout du E pour faire française non seulement rend le S audible, mais ça modifie sa nature sonore. Absolument. En linguistique, on appelle ça la sonorisation. Le S muet se met à vibrer. Il produit ce son en Z, un petit bourdonnement. Française, avec ce Z à la fin. C'est ce bourdonnement précis qui signale instantanément au cerveau que le sujet est féminin. La grammaire devient une vibration physique. Mais bon, on a quand même des exceptions pour nous rassurer. Le mot belge, par exemple. Quand on dit « je suis belge Bah oui, belge, ça se termine déjà par un E au masculin. Donc le mot reste exactement le même, à l'écrit comme à l'oral, pour un homme ou une femme. C'est un laissez-passer bien pratique pour les apprenants. » grave. Alors, pour observer toute cette dynamique, nos sources proposent une petite histoire super illustrative qu'on va appeler la fête internationale. C'est une soirée à Paris, des gens font connaissance. Une femme, Anna, se présente. « Bonjour, je suis française. » Un homme, John, répond. « Non, je suis américain. » Et une autre femme, Lee, ajoute. « Salut, je suis chinoise. Dans cette interaction, le code phonétique est respecté à la lettre. Anna et Lee utilisent les formes féminines, françaises et chinoises. Le E final déclenche la consonne, ce qui donne ce fameux son vibrant en Z. Et John, l'homme, reste sur le masculin, américain, en gardant la voyelle nasale et le N silencieux. » Et là où ça devient drôle et instructif, c'est l'arrivée d'un quatrième personnage, Lucas. Il s'approche, il cherche un peu ses mots et il sort « Bonjour, je suis allemande ». Anna rigole gentiment et le corrige. « Tu es un homme, tu es allemand ». Lucas capte son erreur et lâche « Ah oui, je suis allemand et je suis fatigué ». Cette erreur, franchement, elle est fascinante. Ce que fait Lucas, c'est pas au hasard, c'est de l'hypercorrection. Il a bien remarqué que les sons finaux, comme le D de allemande, portent de l'information en français. Et comme la forme féminine est souvent plus riche acoustiquement, pour faire bien, pour faire authentique, il a prononcé la consonne. Il a activé le bouton, mais au mauvais moment. Voilà, il a compris le principe d'activation, mais il n'a pas encore intégré la condition de genre qui va avec. C'est super courant. Et cette attention au son nous amène directement à un autre pilier de l'identité vocale française, la fameuse fluidité, la liaison. Oh, la liaison. Le français a une horreur absolue pour les sons hachés, ce qu'on appelle l'hiatus, la rencontre de deux voyelles. Le rythme de la langue, c'est un flux continu, pas une suite de mots isolés. Si on reprend notre ami John de l'histoire, l'exemple classique, c'est la phrase « il est américain ». Si on découpe ça comme un robot, ça donne « il est américain ». Et ça brise les oreilles d'un francophone. Pour rétablir le flux, on va ressusciter le T à la fin du verbe « et ». Ce T qui est muet 90% du temps, paf, il sert de pont. Il s'accroche au A d'américain. Et la frontière entre les mots disparaît. Totalement. On obtient « il est américain ». Un seul long bloc sonore. La consonne finale du premier mot devient le début du mot suivant. C'est vraiment ça qui donne l'impression aux apprenants que les Français parlent à une vitesse folle, alors qu'en fait, ils collent juste les mots ensemble. C'est de la soudure syllabique, ni plus ni moins. Bon, pour synthétiser toutes ces règles sonores de fou, on va faire un petit jeu tiré du guide. Un exercice de déduction auditive. Je vais te donner des phrases très courtes et tu dois deviner le genre de la personne juste avec le son. Prête? Je suis prête, vas-y. Première phrase. Il est chinois. Bon là, aucune ambiguïté. Le pronom « il » annonce le masculin d'entrée. Mais même sans le pronom, le son confirme. Chinois finit sur la voyelle « wa ». Le S est silencieux. Pas d'activation de consonne, donc c'est un homme. Ok, niveau 2. Elle est américaine.
Pareil, le pronom elle donne la réponse, mais acoustiquement, la métamorphose est là. La nasalité du masculin a disparu. On entend super bien le N final, américaine. Ce N prouve qu'il y a un E, donc c'est féminin. Allez, on enlève le pronom indicateur. La phrase c'est « je suis française ». Là, on est dans la pure ingénierie sonore. Le je et le suis sont neutres. Tout repose sur la dernière fraction de seconde. Française. L'oreille capte le Z, la friction vibrante à la fin. Cette vibration, c'est le code exclusif du féminin. Un homme aurait arrêté le son net sur le est de français. C'est chirurgical. Et enfin, le piège final du guide « je suis russe ». Ah, le fameux bug dans la matrice. Avec je suis russe, le système d'identification s'effondre complètement. Plus de repères. C'est ça, russe est un adjectif qui a déjà un E de base. Donc l'empreinte vocale est strictement la même pour les deux genres. Face à ce son isolé, le genre reste une énigme totale. La grammaire refuse de t'aider. Tu dois utiliser le contexte ou regarder la personne pour savoir. C'est quand même incroyable à quel point cette structure est complexe quand on s'y penche. Pour résumer ce qu'on a vu, l'identité en français, même au niveau débutant, c'est la gestion de plein de paramètres en même temps. L'homophonie de S et est, le super pouvoir de la lettre E, qui réveille les consonnes muettes, et la liaison pour créer ce flux musical. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces règles, c'est pas juste pour embêter les étudiants. C'est un vrai système de codage phonétique. Le français demande une précision millimétrée dans la gestion de l'air et des vibrations de la gorge. L'identité, elle est physiquement sculptée dans le son de la phrase. Et ça, franchement, ça mène à une réflexion hyper profonde sur la perception de soi. Si le français t'oublie à spécifier constamment le genre par des micro-vibrations, ça force le cerveau à catégoriser tout le monde en permanence. C'est une charge cognitive qu'on fait sans même y penser. Exactement. Du coup, on peut se demander comment l'expérience de discuter dans une foule bondée est différente pour quelqu'un qui parle une langue sans adjectif genré, une langue où cette contrainte sonore n'existe tout simplement pas. Est-ce qu'on perçoit l'identité des autres différemment ? Eh bien, c'est une question fascinante qu'on laissera à ceux qui nous écoutent le soin de méditer jusqu'à notre prochaine exploration. Merci de m'avoir accompagné là-dedans. Avec grand plaisir, c'était passionnant. À la prochaine tout le monde.